Radio Galère. Oui, oui, Richard, bien sûr, dédicace, Bini Demon Maïko, Ney Billy avec toute sa famille, mais sans oublier Bassirou Diallo, Mohamed Cham qui était là la fois passée pour faire, bien sûr, cette émission avec Dr Martin Carvalho. Je pense à Aldo, à Maman, Diego Kouyaté, vraiment, il y a Marseille quoi. Pour nous citer au Rekboul, voilà, donc avant de donner la parole à notre docteur, je vous rappelle qu'à Marseille, les listes électorales sont affichées au Consulat général du Sénégal et c'est un acte citoyen. Vous avez déjà fait le premier pas, c'est-à-dire de vous déplacer pour venir vous inscrire. Maintenant, je vais dire que quand même le pas le plus important quand même, en tout cas, c'est d'aller vérifier si votre nom est sur les listes électorales. Vous pouvez aussi ne pas vous déplacer en restant chez vous. Vous cliquez sur le site www.consulsen-paris.fr et vous allez voir vos noms. Je rappelle qu'à Marseille, donc comme nous étions en réunion avec le consul l'autre jour, j'ai vu qu'il y a 21 personnes qui ont été rejetées. Donc voilà, donc c'est très important pour que ces personnes-là aillent très rapidement faire un recours au consulat. Donc peut-être si on a le temps après, je donnerai les noms pour que voilà. Et pareil pour Cannes, pour Marseille, pour Nice, Montpellier, Seine-sur-Mer, Toulon. D'ailleurs, Seine-sur-Mer, Momodou, pour te faire plaisir et faire plaisir à notre belle-mère, donc Fatou Mbodj, Fara Prera, Awadi Touré. Il y a une carte d'électeur qui est rejetée. Donc, dem len ngeen bindu consul wax exactement voilà woo leen ko daal ngeen xam nooy di arranger affaire et il faut le faire avant le 16 décembre. Avant le 16 décembre, ça vraiment, je tenais à le faire. Voilà, donc ceci étant dit, nous allons donc, comme je vous l'ai dit, comme nous l'avons annoncé les dimanches précédents, qu'aujourd'hui sur le plateau, nous avons le docteur Martin Carvalho pour nous parler du diabète. Maintenant, sans prétention aucune, je vais tout simplement dire en 2 mots qui est Martin Carvalho. Donc aujourd'hui, nous recevons sur le plateau le docteur Martin Carvalho, endocrinologue, spécialiste en médecine de catastrophe et d'urgence. Après de brillantes études de médecine à la faculté de médecine de Dakar, il rejoint la ville de Marseille pour se spécialiser. Mais comme tout étranger, il lui a fallu un véritable parcours du combattant pour décrocher son diplôme en endocrinologie après des injustices répétées, telles qu'il avait la moitié du salaire Richard des fois comparé à ses pairs français. Tout simplement donc parce qu'il était considéré comme un médecin étranger. Mais le docteur Carvalho a su cultiver l'excellence à force de travail et de persévérance. C'est lui qui l'a toujours dit. Et c'est donc tout naturellement, en 2002, qu'il ouvre son propre cabinet médical tout en faisant des interventions à l'hôpital de Saint-Joseph. Malgré un emploi du temps très chargé, car je rappelle que dans le cadre professionnel, vous étiez avant-hier à Dubaï, il y a quelques mois, vous étiez au Sénégal pour installer un département de traitement du diabète. Votre engagement humanitaire et politique est sans faille, pour ne pas dire sans fin, après avoir été ici sur le plateau en tant que président du collectif PACA pour la mémoire de l'esclavage. Comme le disait l'autre, pour ne pas citer Barack Obama, yes we can. Et donc, Dr Carvalho, vous y êtes arrivé et merci d'être présent sur ce plateau aujourd'hui pour nous parler du diabète. Voilà donc, Dr Carvalho, en 2 mots, je pense que j'ai rien oublié. Voilà, et je voudrais tout simplement vous dire bienvenue sur ce plateau. Et la première question, très simplement, qu'est-ce que le diabète, Dr Carvalho? Merci d'abord pour cette présentation, je pense qu'elle est plus que complète, Lamine. Merci encore une fois à Radio Galère qui m'invite de nombreuses fois depuis quelques années. Merci à toute l'équipe, merci aux Sénégalais et aux Africains qui écoutent Radio Galère et qui aujourd'hui veulent que l'on puisse débattre sur le diabète. Pour répondre à la première question, je pense que je vais être très bref. Le diabète, c'est tout simplement par définition, non pas celle du Dr Carvalho, mais la définition de l'Organisation mondiale de la santé, qui dit que on devient diabétique lorsque la glycémie, c'est-à-dire le taux de glucose dans le sang, donc le taux de sucre dans le sang, est supérieur ou égal à 1,26 g à jeun à 2 reprises, ou bien à n'importe quelle heure de la journée,
si ce taux est supérieur ou égal à 2 grammes par litre. À ce moment-là, on est diabétique. Voilà la définition simple du diabète. D'accord. Donc aujourd'hui, donc, quelqu'un qui est diabétique, la première des choses à voir, c'est son taux de sucre. Oui, enfin, ce n'est pas la première des choses à voir, parce qu'avant d'être même diabétique, il y a certaines personnes qui ont des antécédents dans leur famille, soit leur grand-père ou leur père ou leur mère ou leurs frères ou sœurs sont diabétiques, et à l'époque, nos parents ou nos grands-parents ne savaient même pas qu'il y avait cette notion de diabète. On disait seulement qu'il est fatigué, donc on ne sait pas ce qu'il en est. Donc, aujourd'hui, les patients diabétiques peuvent l'ignorer. Il faut savoir que 90% de la population mondiale a un diabète dit de type 2, c'est-à-dire les patients qui sont en surpoids ou en obésité, qui ont un taux de sucre qui est élevé, alors qu'ils ne le savent pas pour la bonne et simple raison qu'ils n'ont pas eu à faire une prise de sang. Parce que dans les prises de sang, quelquefois on dit faites-moi une prise de sang globale, totale, que je vois tout. Mais quelquefois, c'est tellement onéreux que si on faisait tout simplement une glycémie, ça aurait été tellement, cette fois, plus simple. Et à partir de ce moment-là, on pourrait dépister, donc poser un diagnostic avec les chiffres que je viens de vous donner tout à l'heure à l'instant. Et là, il y a des gens qui s'ignorent, qui ne savent pas qu'ils sont diabétiques. Et c'est encore pire que le cancer, parce qu'encore le cancer, quelquefois vous commencez à perdre du poids, maigrissez, vous toussez, vous avez des douleurs abdominales, on fait des recherches. Et à ce moment-là, on dit tiens, on a retrouvé une tumeur rénale, tumeur pulmonaire ou tumeur abdominale. Mais pour le diabète, c'est embêtant. Il n'y a que 10% de la population qui peuvent dire ah tiens, nous on a commencé à boire beaucoup, à pisser beaucoup, on a maigri, on nous a fait une prise de sang, on est devenu diabétique. Alors ça, c'est les diabétiques qu'on appelle les diabétiques de type 1. Ça arrive souvent chez les jeunes enfants. Là, c'est qu'il y a une détérioration du pancréas. Donc le pancréas est un organe qui est juste sous l'estomac, mais bien protégé derrière l'estomac, et qui est à côté du foie. Et ce pancréas-là, lorsqu'il ne fabrique plus assez d'insuline, il fabrique d'autres hormones, mais l'insuline essentiellement est une hormone qui fait baisser le taux de sucre. Et chez ces patients diabétiques de type 1, c'est-à-dire des diabétiques insulinodépendants, ça arrive le plus souvent dans le jeune âge, et ces gens-là, bien entendu, boivent beaucoup, pissent beaucoup et maigrissent. Et quand on fait une prise de sang, ils ont un taux de glycémie qui est élevé. À ce moment, le diabète est posé, le diagnostic est posé, on les met sous insuline parce qu'ils sont insulinodépendants. Cela, c'est plus facile. Ce diagnostic-là, il est facile à faire. Le diagnostic le moins évident, c'est l'autre. C'est parce que tous ces gens-là, la deuxième partie, ce qu'on appelle les diabétiques non insulinodépendants, appelés les diabétiques de type 2, eux par contre, il est difficile de poser un diagnostic. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont en surpoids. Et si je m'en réfère essentiellement à nous les Africains, la plupart du temps, pour montrer qu'on a essentiellement assez d'argent, les gens sont opulents. Donc ils sont gras, et on dit, tiens, lui, il est bien portant. Et malheureusement, ces gens-là, parmi ces gens-là, pas tous heureusement, parmi ces gens-là, il suffit qu'il y ait un facteur de risque quelconque, soit génétique, par ce que je disais tout à l'heure, parce que les parents, bien entendu, ont été diabétiques ou les grands-parents, ou bien le simple fait d'avoir ce surpoids, d'avoir un problème de tension, d'avoir un problème de cholestérol, peut conduire à l'apparition d'un diabète qu'on appelle diabète de type 2 ou non insulinodépendant. Et cela, quelquefois, on ne s'en rend pas compte, ils ne s'en rendent pas compte, tant qu'on n'a pas fait une prise de sang. Bien entendu, eux, ils n'ont pas besoin d'insuline, comme je l'ai dit, ils sont non insulinodépendants. Ce qu'on leur demande dans un premier temps, c'est de perdre du poids, et en perdant du poids, pratiquement, tous ces facteurs-là s'améliorent. Et si ça ne suffit pas, à ce moment-là, on commence à leur donner des médicaments, donc des comprimés dans un premier temps. Voilà. Voilà, merci donc pour cette introduction. Je rappelle à nos auditeurs que nous recevons sur ce plateau le docteur Martin Carvalho, donc endocrinologue, donc spécialiste sur les questions du diabète. Je voudrais juste vous dire que les appels commencent, mais avant de vous prendre volontairement, j'aimerais quand même qu'on l'écoute, qu'on le laisse exposer vraiment tout ce qu'il a à dire, et après certainement d'abord même vous trouverez des réponses et puis après vous poserez des questions. Donc laissez-nous encore 10 minutes parler donc de tout ce qui tourne autour du diabète, et puis volontairement, il n'y a pas de souci, on va vous laisser lui poser vos questions et peut-être vos inquiétudes. Donc monsieur le docteur Carvalho, en vous écoutant, donc là, nous avons compris en tout cas qu'il y a un diabète de type 1, un diabète de type 2, et que le diabète peut même être génétique.
Quelle est aujourd'hui d'abord, quelles sont les différences? Et puis, le diabète de type génétique, est-ce qu'on peut lutter contre? Alors, les différences, c'est tout à l'heure ce que je disais, Lamine. Il y a un diabète de type 1, donc, qui est insulinodépendant, qui le plus souvent est un diabète, on va dire, d'origine génétique. Hein. Donc, parce que ce pancréas qui est détruit n'est pas détruit volontairement. C'est parce que tout simplement, dans le sang de ces patients-là, il y a, on va dire, des anticorps. Donc, malheureusement, on ne peut pas lutter contre ces anticorps. Ces anticorps-là, on en a tous pour nous défendre, mais ce ne sont pas les mêmes anticorps. Ces anticorps-là, eux, vont aller tout simplement agresser le pancréas. D'ailleurs, on les appelle tout simplement les anticorps anti-îlot de Langerhans. Alors, c'est un mot assez compliqué, mais je vais vous l'expliquer simplement. C'est que le pancréas est fait de plusieurs cellules, et dans ces cellules-là, on a ce qu'on appelle les îlots de Langerhans. Et c'est dans ces îlots-là, donc ces petites cellules, on va dire, qui vont sécréter tout simplement de l'insuline. Donc, ces anticorps vont aller attaquer volontairement le pancréas. D'accord? Donc, voilà la cause génétique. Et pourquoi ces anticorps attaquent volontairement ce pancréas? Alors, il y a différentes causes. Il y a la cause génétique, mais il y a aussi des causes virales, infectieuses. Il y a certains virus, comme par exemple les oreillons, les otites, des gens qui font facilement des angines, peuvent avoir un virus qui aussi va être un peu, on va dire, qui va avoir un tropisme, c'est-à-dire une attirance vers ces anticorps-là. Et ces anticorps vont bien entendu détruire à ce moment-là le pancréas. Et comme le pancréas ne pourra plus fabriquer donc, de l'insuline, le patient, donc, effectivement, devient diabétique. Parce que je vous rappelle que l'insuline, c'est une hormone qui fait baisser le taux de sucre. Tout le monde a de l'insuline dans son organisme à partir du pancréas. Maintenant, si ce pancréas est détruit pour X causes, après, il y a d'autres causes, bien entendu. J'ai cité les causes génétiques, j'ai cité les causes essentiellement virales. Mais il y a aussi, donc ça c'est pour le type 1. Pour le type 2, tout à l'heure, je parlais du surpoids, c'est ce qu'il y a de plus fréquent. Mais il y a des causes aussi nutritionnelles qui peuvent entraîner une destruction du pancréas. Et on le retrouve essentiellement dans les pancréatites chroniques, notamment l'alcool. Donc, boire modérément, ça va. Mais boire avec, je veux dire, exagération, c'est pas bon. Parce que là aussi, en dehors du foie, les cellules pancréatiques peuvent être détruites et la pancréatite chronique est une pancréatite qui est aussi dangereuse. Avant la même pancréatite chronique, cette pancréatite peut être une pancréatite aiguë qui est mortelle. C'est-à-dire que le pancréas peut être complètement détruit en dehors de l'insuline, mais aussi les enzymes qui fabriquent ce pancréas peuvent effectivement être détruits et à ce moment-là, le patient il peut en mourir. S'il s'en sort, donc c'est pas plus mal. Et à ce moment-là, il peut développer ce qu'on appelle une pancréatite chronique. Donc, en dehors de l'alcool, il y a aussi certains aliments, comme le fait de manger beaucoup de manioc. Ça, c'est une étude qui a été faite il y a moins plus de 20 ans de cela. Le trop de manioc aussi peut entraîner des pancréatites chroniques. Donc, et bien entendu, des médicaments, certains médicaments, donc il faut bien vous lire les notus, mais ça, les médecins le savent, certains médicaments ont aussi des effets secondaires sur le pancréas et peuvent entraîner aussi des pancréatites. Donc vous voyez que le diabète, ce n'est pas quelque chose seulement, j'ai un problème de sucre, pas de sucre. Là, tout à l'heure, on a parlé de la définition, après on a parlé des différences, si vous voulez, de type de diabète. Et là, vous m'entraînez même à parler de ce qu'on appelle la physiopathologie, c'est-à-dire l'explication, effectivement, de la survenue de cette maladie-là. Donc c'est ce que je viens de vous expliquer. Alors, il y a un autre type de diabète, je n'ai pas voulu trop en parler parce que c'est un diabète qu'on appelle le diabète de type 1B, c'est-à-dire le diabète de type lent, c'est-à-dire que c'est un diabète borderline qui est entre le type 1 et le type 2, où effectivement ces patients, on ne sait pas dans un premier temps s'il faut les mettre à l'insuline ou au pancréas. Et d'ailleurs, en Afrique, on a une particularité qu'on appelle le diabète de l'Africain, qui se rapproche beaucoup de ce diabète de type 1B qu'on appelle le diabète de type lent, qui au début est un diabète tout simplement avec un surpoids, puis après malheureusement on commence à passer à l'insuline, ou quelquefois il y a même un retour au comprimé. Moi j'ai un patient comme ça qui est un Africain, et certainement il se reconnaîtra, s'il l'écoute, c'est pas un Sénégalais, donc je préfère vous rassurer déjà, et chez lequel j'avais posé un diagnostic de diabète de type 1B, et qui aujourd'hui n'a plus d'insuline, il n'a qu'un seul comprimé, parce que bien entendu j'étais arrivé à dire qu'il n'avait pas besoin d'insuline, et le comprimé seul qu'il prend aujourd'hui lui suffit. Bien entendu, il a fallu qu'il perde du poids, il a écouté mes conseils, et tout aujourd'hui rentre dans l'ordre. Voilà. D'accord, j'attire l'attention sur, parce que vous avez dit quelque chose, ça m'a fait un peu sourire, vous avez parlé du manioc. Oui. Ouais. Je rigole parce que en Afrique d'ailleurs, on a plein d'amis qui pensent que le manioc est une sorte d'aphrodisiaque ou je ne sais pas quoi. Donc les gars, faites gaffe avec le manioc. Encore au Sénégal, on n'en consomme pas beaucoup finalement. On n'en consomme pas
parce que dans certains pays africains, on en consomme vraiment dans pratiquement tous les plats. Au Sénégal, il est dans les plats, mais bon, on n'en mange pas vraiment beaucoup, quoi. Il y a une partie du manioc qui est coupée pratiquement, et la plupart du temps, bon, avec ces théories aphrodisiaques, je n'en sais absolument rien, je n'ai aucune connaissance là-dessus. Ah d'accord, la médecine n'a pas encore établi le lien. Non, mais pas dans mon domaine en tout cas, mais bon, il paraîtrait que, donc bon, alors, il faudrait peut-être faire des études là-dessus, et puis bon, les Africains pourront se porter comme cobayes, parce que s'ils mangent beaucoup de manioc, voilà. Bon, mais écoutez, c'est un sujet à approfondir, voilà. Je pense. À un moment où tu t'en occuperas, je sais que tu es spécialiste. Voilà, et pour devenir un peu plus sérieux, quels sont aujourd'hui les signes annonciateurs? Alors, tout à l'heure, Lamine, je disais, dans le diabète de type 1, donc qui est le diabète qui survient le plus souvent chez le jeune enfant, ça peut arriver aussi, il y a des bébés qui deviennent diabétiques, hein, parce que leur mère était diabétique, et après, ça peut arriver jusqu'à 15, 16, 17, 18 ans. Et après, le diabète de type 2, c'est le diabète gras, je reviendrai tout à l'heure. Dans le diabète de type 1, donc, qui est insulinodépendant. Lui, donc, je disais tout à l'heure, c'est le pancréas qui est déficient, qui ne produit plus d'insuline. Donc, le pancréas, l'insuline n'arrive plus à baisser la glycémie. Ce taux de glycémie qui augmente va donner des signes. Hein? Donc, c'est pour ça que je préférais répéter, parce qu'on dit bien que répéter c'est enseigner, mais enseigner c'est répéter aussi. Et donc, cette hyperglycémie, c'est-à-dire cette augmentation du taux de sucre, va faire que lorsque ça dépasse un certain taux de 1,80 g par litre, le rein n'arrivera plus à filtrer correctement les choses. D'accord? Tous, essentiellement, le sucre. Donc, ce tamis qui est le rein, qui devrait filtrer, va laisser passer ce sucre-là et on parlera de glycosurie. Tout à l'heure, j'ai parlé de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Et là, du fait que dès que ça dépasse 1,80 g, donc le sucre va passer à travers le tamis, qui devient un peu poreux. Ce taux de sucre va passer dans le tamis rénal et va se retrouver dans les urines. Et donc, on parlera de glycosurie. C'est pour ça, d'ailleurs, à l'époque, les premiers endocrinologues ou diabétologues goûtaient l'urine pour savoir si c'était sucré, pour faire la différence entre un diabète sucré et un diabète insipide. Ça, c'est un autre débat. Et donc, ce taux de sucre qui est dans les urines qui est élevé, eh ben, va entraîner lui aussi que l'individu va avoir envie de pisser beaucoup plus souvent, du fait de son taux de sucre dans le sang qui est élevé. Et quand ça passe dans les urines, l'individu aura envie de pisser souvent. Et pourquoi? Et comment? Donc, quand il va pisser, qu'est-ce qui va se passer? Si vous pissez beaucoup et vous ne compensez pas par la boisson, vous allez vous retrouver dans un état de déshydratation. Hein? C'est comme si vous vous retrouvez... C'est pour ça, d'ailleurs, les chameaux, ils pissent peu dans le désert. Parce que s'ils pissent beaucoup, ils ne peuvent pas continuer. Donc, tout est physiologique, mais tout s'explique. Donc, ce patient qui va avoir comme premier signe pisser beaucoup, si ça tombe durant la période d'été, ça ne lui posera pas de problème parce qu'il dit « je bois beaucoup, donc je pisse beaucoup ». D'accord? Et la plupart du temps, d'ailleurs, les diagnostics sont retardés parce que durant l'été, il fait chaud, on boit, on pisse. Donc, le fait de boire beaucoup, c'est parce que le taux de sucre dans le sang est élevé. C'est comme si vous buviez du sirop. Quand vous buvez du sirop, obligatoirement, après, il va falloir boire de l'eau. Parce que votre bouche est un peu sèche du fait de la concentration de sucre qui est dans le sirop. Donc, cette hyperglycémie va entraîner une glycosurie. Donc, cette envie de boire beaucoup va entraîner aussi cette envie de pisser beaucoup. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas oublier que le sucre, le glucose, c'est de l'énergie. Quand vous êtes faible, quand vous ne vous sentez pas bien, vous allez vous diriger vers des aliments qui sont le plus souvent sucrés et non pas salés. Parce que vous avez besoin d'énergie. Donc, du fait que vous perdez de l'énergie à travers cette urine, vous perdez de la force. Donc, vous perdez essentiellement du poids. Donc, vous amaigrissez. Pourquoi? Parce que le muscle a besoin de sucre. Un muscle, pour qu'il travaille beaucoup, pour qu'il se développe, a besoin de deux choses. Des protéines, donc la viande, le poisson essentiellement, et a besoin de sucre. Donc, quand vous perdez ce sucre-là, le muscle s'atrophie. Et le problème du poids, c'est que quand vous mettez sur la balance, c'est le muscle qui est plus lourd que le gras. Donc, à partir de ce moment-là, vous perdez du poids parce que vous perdez du muscle. Donc, on parle essentiellement de polydipsie, ça veut dire je bois beaucoup. Polyurie, ça veut dire je pisse beaucoup. Amaigrissement, donc je perds du poids. Et asthénie, vous êtes fatigué parce que vous n'avez plus d'énergie. Ce qu'on appelle le syndrome cardinal, c'est-à-dire les 4 signes cardinaux qui permettent essentiellement de dire ce patient diabétique est diabétique, mais il est diabétique de type 1. Ce qui n'est pas le cas chez le patient diabétique de type 2.
Le patient diabétique de type 2, lui, je vous ai dit tout à l'heure, lui, il n'a pas de problème de pancréas. Au contraire, c'est parce qu'il a trop de gras qui entoure son pancréas et ce trop de gras étouffe le pancréas. Donc le pancréas va produire de l'insuline, quelquefois même en abondance, mais cette insuline est une insuline de mauvaise qualité. Donc cette insuline de mauvaise qualité n'arrive plus à réguler aussi le sucre, mais à partir de ce moment-là, lui, au contraire, du fait qu'il a un surpoids, raison pour laquelle on lui demandera à ce patient-là de perdre du poids. Alors que l'autre, on va lui donner de l'insuline pour qu'il reprenne du poids. Lui, le diabète de type 2, lui, on va lui demander de perdre du poids pour que le gras, le trop de gras qu'il a, puisse être enlevé dans l'organisme et un peu moins étouffer, si vous voulez, le pancréas et permettre à ce pancréas de faire essentiellement son travail. C'est pour ça qu'on parle d'hyperinsulinisme dans le diabète de type 2, qui lui n'a aucun signe. Il n'a aucun signe. Le seul signe qui peut être essentiellement visible, où on devrait lui dire attention, c'est je prends du poids. Il ne va pas avoir ni envie de beaucoup boire, ni envie de beaucoup pisser. Il n'a pas maigri, il n'est pas fatigué. Seulement, il peut se dire, bon, je ne me sens pas bien de temps en temps, mais rien de plus. Par contre, s'il a des antécédents familiaux, s'il a une hypertension artérielle, s'il a un peu de cholestérol, il devrait se dire, ce serait bien que je fasse une glycémie pour voir où est-ce que j'en suis. Et c'est la glycémie qui va donner le diagnostic dans ce deuxième type de cas, dans ce deuxième cas. Alors que dans le premier cas, il suffit tout simplement qu'il se regarde, qu'il s'écoute, ou bien les gens de l'entourage puissent effectivement, l'entourage compte beaucoup. Parce que quand l'entourage dit, mais attends, tu maigris trop ces derniers temps, tu pisses beaucoup, tu bois beaucoup, ce serait essentiellement un signe annonciateur. Et de l'autre côté, quand l'entourage dira, ben, tu commences à prendre un peu de poids, hein, là, à ce moment-là, peut-être qu'il devrait se dire, il faudrait que je fasse un peu attention. Voilà les signes, si vous voulez, annonciateurs pour répondre à votre question, Lamine. Je ne sais pas si j'ai répondu clairement à cette question-là. Mais voilà les signes annonciateurs pour essentiellement le diabète de type 1, comme je vous le disais, et le diabète de type 2. Ben, j'espère que les auditeurs vraiment sont en train de prendre note parce que comme je leur ai dit aujourd'hui dans cette émission, il vous faut, comme nous, hein, Richard, un stylo, une feuille pour noter. Donc c'est extrêmement important parce qu'après vous allez oublier certaines choses. Donc n'hésitez pas à noter donc, ce que le docteur Carvalho nous dit aujourd'hui sur le diabète. Donc aujourd'hui, après nous avoir donc parlé des signes, des types de diabète, quelles sont les conséquences du diabète sur les organes de l'organisme? Alors, avant d'en arriver aux conséquences, je vais tout simplement rajouter une chose dans ce que je disais tout à l'heure. Les patients qui sont connus diabétiques, et par exemple qui sont diabétiques de type 2, qui donc ont le surpoids essentiellement, ces gens-là, attention, il ne faut pas qu'ils maigrissent aussi trop. Ils doivent maigrir, mais quand ils ont trop maigri et commencent à retrouver les signes du type 1, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, leur pancréas, parce qu'il y a des patients qui me disent « Ah docteur, vous êtes content, maintenant j'ai bien maigri ». Peut-être pas tout à fait. Parce que quand ils commencent à boire beaucoup, pisser beaucoup, être maigre et être asthénique, à ce moment-là, ces patients-là, ce sera plus les comprimés ne suffiront plus, il faudra passer à l'insuline. D'accord? Mais ça, je tenais à le dire, on y reviendra certainement dans le traitement. Alors les conséquences. Le problème, c'est que le diabète, ce sucre, si vous voulez, qui est un peu qui est élevé dans le sang, n'est pas dû au fait que je bois du thé marocain, tunisien ou sénégalais qui explique cela. J'ai bien dit tout à l'heure que ça n'avait rien à voir avec essentiellement, je n'ai pas parlé du tout de l'absorption de sucre, hein, qu'on soit bien clair, parce qu'il y a des gens qui mangent du sucre et qui n'ont pas de problème de diabète du tout, parce que tout simplement leur pancréas arrive à résoudre le problème de ce taux de sucre qu'ils ont absorbé. Donc qu'on soit bien clair, il n'y a pas de relation entre je mange du sucre, je suis diabétique. Hein? Ça, je veux que ce soit bien clair dans la tête, parce que beaucoup de gens vous disent « Ah, mais moi, je ne mange pas de sucre et je suis devenu diabétique. » Eh bien oui, c'est parce que tout simplement, s'ils ont bien écouté les explications que j'ai données tout à l'heure, il n'y a aucun problème à ce niveau-là dans la compréhension. Maintenant, les conséquences. Alors, les conséquences sont très lourdes. Raison pour laquelle on essaie, dans la mesure du possible, de faire beaucoup de prévention primaire, puis de prévention secondaire. Prévention primaire, c'est-à-dire quelqu'un qui, dans sa famille, a du diabète, qui a un surpoids, on essaie de lui dire de perdre du poids pour éviter d'avoir du diabète. Prévention secondaire, c'est-à-dire que le patient est diabétique, on évite maintenant qu'il ait des complications. Maintenant, quelles sont les complications? Alors, on ne va pas les citer pour les citer, je vais vous donner une explication qui est simple. Le sucre, vous allez le comparer tout simplement à du miel. Ce miel, donc le miel, effectivement, est du sucre. Ce miel va aller se déposer le long
de toutes les artères. Alors, les artères, on va prendre tout simplement un tuyau. Soit vous prenez un tuyau d'arrosage, pour ceux qui aiment le jardin, soit vous pensez tout simplement voilà, du rite de l'évier, essentiellement le conduit d'un évier. Donc, je pense que ça, tout le monde sait ce que c'est. D'accord? Donc, ce sucre va aller se déposer le long, tout simplement, de ces parois-là. Dans un premier temps. Mais, dans un second temps, s'il y a toujours trop de sucre, ce sucre va aller se transformer en graisse. Alors, on prend le même exemple. Toujours le tuyau d'arrosage ou bien comment on appelle ça, l'évier. Ce conduit d'évier où, à l'époque, quand on n'avait pas de machine à laver, nos mères, nos grands-mères lavaient, bien entendu, à la main les marmites, d'accord, qui ont été faites d'un bon repas sénégalais ou autre chose, et jetaient tout dans l'évier. Je ne parle pas au Sénégal, parce qu'au Sénégal, on ne jetait pas dans l'évier, on jetait la poubelle. Et pour prendre un exemple simple, ici, à l'époque, on n'avait pas de machine à laver, donc on jetait tout effectivement dans... Mais ce gras qui va dans l'évier, va boucher au fur et à mesure cet évier. D'accord? Et donc, c'est la même chose que ça se passe dans le sang. Effectivement, ce trop de sucre se transformant en graisse, cette graisse et ce sucre vont aller se déposer le long des artères et vont boucher toutes les artères de l'organisme. De la tête aux pieds. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le diabète est encore beaucoup plus dangereux que le cancer. Le cancer va atteindre un organe. Le diabète va atteindre tous les organes. Donc, ça peut aller du cerveau. Si ça bouche les artères du cerveau, vous comprenez bien à ce moment-là que le cerveau n'est plus irrigué correctement. Enfin, une partie, la partie qui est atteinte. Et ça va donner quoi? Ça va donner ce qu'on appelle vulgairement une attaque cérébrale, ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral ischémique parce que tout simplement ça a bouché tout simplement l'artère. Et quand il y a une pression qui est importante, si cette maladie s'accompagne d'une hypertension artérielle, et à ce moment-là, la pression va augmenter dans les artères. Hypertension artérielle, c'est tout simplement une augmentation de la pression dans les artères. Ça veut dire que ça. Et cette augmentation de la pression dans les artères peut aussi, en plus du diabète, entraîner ce qu'on appelle un accident vasculaire cérébral. À ce moment-là, il ne sera plus ischémique, mais hémorragique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'artère a pété, et, excusez-moi du terme, l'artère s'est rompue, tout simplement, et le sang inonde à ce moment-là le cerveau. Dans ce cas-là, il y a peu de chances que l'individu s'en sorte, à moins d'agir rapidement dans les 3 à 5 minutes et envoyer dans une urgence, dans un stroke center, dans un centre de neurologie. Et à ce moment-là, il y a une artériographie cérébrale qui est faite et on peut réparer ça. Mais si la personne se trouve loin, la plupart du temps, le sang inonde le cerveau et l'individu meurt dans les quelques heures. Voilà, ben écoutez, nous allons couper un tout petit peu le docteur parce que je sens que les auditeurs sont débordés. Tout simplement, en un laps de temps, on leur fait apprendre beaucoup de choses. Je vous laisse réviser 5 à 10 minutes et ne vous inquiétez pas, on va revenir pour parler encore de ce qu'il vient de dire de l'AVC. Voilà, vous avez dit accident vasculaire cérébral. On l'a plus connu sous le nom de AVC vulgairement. On va certainement parler de la cécité, les gens qui tombent aveugles, de l'amputation. Voilà, donc ne vous inquiétez pas. Je vous laisse réviser, allez boire un coup là, hein, et après on revient dans 2 minutes reparler du diabète.